J'avais 17 ans et je ne connaissais rien. Et j'ai plongé là-dedans à corps perdu parce que qu'est-ce que je me sentais bien après avoir bu. C'était génial. Et je faisais la fête et je dansais et je m'amusais. Oui, comme les garçons de la fac. Laure, vous réagissez comment, vous, à ce témoignage? Non, moi j'estime qu'on n'est pas très loin du problème alcool en France. J'estime qu'en France, on ne fait strictement rien pour le 1 500 000 femmes recensées malades de l'alcool. Oui, parce que ça, c'est le chiffre recensé. Recensé. En fait, mais derrière toutes ces femmes, combien se cachent, combien ont des problèmes d'angoisse, de poids, de couple, d'insomnie, de spasmophilie. Qu'est-ce que ça marche bien tout ça? La neurasthénie, la mélancolie, la dépression, c'est un marché énorme tout ça. Mais il y a un problème d'alcool dont on ne parle pas, qui est toujours tabou. C'est toujours l'assommoir de Zola. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous présenter. Donc Laure Charpentier, vous êtes écrivain. Vous venez donc d'écrire ce livre de l'assommoir à nos jours qui vient d'être publié. Vous avez 51 ans. Vous avez été mariée. Vous êtes mariée de nouveau. Vous avez 3 enfants. Et donc vous avez bu pendant 13 ans. Et maintenant, ça fait 20 ans que vous vous êtes arrêtée. Je considère que j'ai 20 ans de guérison, car je me sens guérie. Je me vis comme guérie. Voilà. Je ne suis plus alcoolique, vous voyez, je ne me sens pas alcoolique à vie. Je me sens guérie d'un problème que j'ai eu pendant 13 années qui s'appelle le problème d'alcool. Moi, j'avais un parcours qui aurait dû être sans faute, hein, c'est-à-dire que j'ai été bachelière très jeune, j'ai réussi mes études, j'étais dans les mouvements de jeunesse, j'ai été élevée chez les religieuses, excellente famille, enfin bon, j'avais vraiment le parcours impeccable. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, ça a fait un big bang avec les chaussettes blanches, le petit béret et les jupes plissées, évidemment. Et je me suis retrouvée précipitée dans un monde où le vin rouge des années 60 coulait à flot. Et là, j'ai plongé à corps perdu parce que, avant toute chose, l'alcool, c'est une rencontre d'amour. On aime. Cathy, tu disais que tu aimais ta bouteille. Et je pense que j'ai fabuleusement aimé ce produit que je ne connaissais pas. J'avais 17 ans et je ne connaissais rien. Et j'ai plongé là-dedans à corps perdu parce que qu'est-ce que je me sentais bien après avoir bu. C'était génial. Et je faisais la fête et je dansais et je m'amusais. Oui, comme les garçons de la fac. Vous savez, c'est ce que dit un petit peu Gabin dans Un singe en hiver. C'est pas ton verre qui me manque, c'est la défense. C'est remonter le Mékong. C'est la grande Java qui me défend. J'en ai rien à foutre de ton petit verre après ton fromage. Bois sans soif. Bon, au fond, c'est ça. Hein, boire, c'est se défoncer, c'est partir en Java, c'est plus voir ça monte, c'est vivre la nuit, c'est vivre sans entrave, c'est vivre en toute liberté. Et puis ce côté Mr. Hyde qui arrive, Jekyll il s'en va, Jekyll c'est le jour, c'est l'étudiante sage, c'est fonctionnaire des impôts impeccable, c'est madame qui fait son petit ménage, qui élève ses petits-enfants, c'est parfait, c'est Jekyll ça. Mais quand on boit, on n'est plus de Jekyll. Il y a une Mrs. Hyde qui arrive, et Mrs. Hyde elle envoie tout promener. Et c'est au profit de Mrs. Hyde que Jekyll se dégage. Et c'est ça, c'est cette rencontre, c'est ce côté schizophrénique d'une personnalité qui est fascinant. Parce que finalement, je n'aimais plus Jekyll. J'avais laissé Jekyll et j'ai adoré Hyde. Vous viviez de quoi? Je pense que quand j'avais besoin d'argent, ma mère m'en donnait. J'avais toujours quelqu'un pour me payer une bouteille de champagne. J'avais pas de problème pour ça. L'argent n'est pas important. Ça dépend. Non. Quand on est une fille, qu'on boit, qu'on est jeune et belle, il n'y a aucun problème. Vous entrez dans un bar, vous avez 4 types qui vous offrent une bouteille de champagne. Ah ouais. La Java, c'est pas honteux, la défonce non plus. C'est quand on commence à plus pouvoir se lever du lit et puis à se dire que oulala, on tremble et que oulala, si on veut redémarrer, je redémarre à 18h, moi, bon, eh ben, il va peut-être falloir qu'on se boive un petit porto ou deux. Et c'est là où on se dit, surtout quand on fait médecine et qu'on est quand même au courant. Donc vous n'avez pas fini vos études? Ben, j'ai pas fini mes études, c'est un des grands regrets de ma vie. Vous avez maintenant, avec le recul, l'impression d'avoir perdu ces 13 années? Donc ça vous a apporté quelque chose? Je les ai perdues, entre guillemets, et elles m'ont appris énormément, car j'aurais été médecin à 25 ans, comme j'aurais dû l'être. Ça aurait été très bien, j'aurais soigné beaucoup de monde, j'aurais porté un collier de perles, j'aurais joué au tennis, j'aurais enfin été dans le 16e, tranquille et sans imposer des femmes qui boivent. Et puis j'aurais eu 12 enfants avec le même homme. Bon, et alors? Qu'aurais-je appris de la vie? Peu de choses, en vérité. Je pense que ces années-là m'ont appris énormément. Ça m'a appris en buvant et ça m'a appris du jour où j'ai arrêté l'alcool et où j'ai commencé à m'occuper des autres. Alors, comment vous avez appris. Comment vous avez arrêté? Comment ça s'est passé, cette prise de conscience-là? Oh, je me suis retrouvée en réanimation à l'hôpital avec 7 de tension, mon petit garçon qui me regardait derrière la vitre, maman qui pleurait, c'était très gai. Et je me suis dit, bon, bah, je suis foutue, quoi, je vais mourir. Hein. On a tous eu cet instant-là, tous ceux qui ont fait des TS en tout cas, tentative de suicide. Enfin, j'en avais fait plusieurs. Hein.
Et j'ai un petit médecin qui m'aimait bien. Comme quoi j'ai été sauvée par un médecin, au fond, vous voyez. Il faut peut-être le dire, parce qu'on a l'impression que ce sont les horribles. Je vais vous dire comment. C'est là où vous allez comprendre et bien rire. Parce que ce petit médecin qui m'a balancé sur mon lit d'hôpital, un petit livre, comme quoi le livre c'est important, c'est un bon instrument quand même de connaissance. Et il m'a dit, lisez ça, j'ai trouvé ça dans la salle d'attente, ça s'appelait « J'ai été un alcoolique ». J'ai dit, bah merci pour le titre, c'est gentil d'avoir pensé à moi. J'avais ma perf d'un côté, le livre de l'autre, il est parti, il m'a dit, lisez-le, de toute façon, ça ne vous fera pas de mal. Bon, j'ai commencé à le lire, toujours très orgueilleuse, disant, hein, il y a des fautes d'orthographe partout, hein, c'est du conte d'auteur, c'est minable, etc. Je ne comprends pas, moi qui écrivais, parce que j'écrivais, bien sûr, j'écrivais dans la folie de mes nuits, les maudits, Baudelaire, Modigliani, quoi, merde, alors ils boivent, non? Bon, alors je buvais, c'est normal. Bon, alors j'ai fini le bouquin, puis je me suis dit, bon, bah les fautes d'orthographe, ma pauvre fille, t'en as rien à foutre. Ce gars-là, il était cuisinier, il s'en est sorti. Il a été dans une association, je ne savais même pas que ça existait. Je croyais. Alors là, j'ai dit, il y a des associations de pochards qui se réunissent. C'était votre réaction. Mais quand même, il s'en est sorti grâce à ça. Il y avait le numéro de téléphone à la fin du livre. J'ai dit, qu'est-ce que je risque? Alors j'y suis allée, à reculons, hein, les marches vermoulues du pauvre petit immeuble avec les pauvres vieux frères qui se réunissaient avec les volutes de fumée. Alors, ils n'avaient pas arrêté de fumer, hein, c'est sûr. Le café, tout, partout, les gars qui jouent aux cartes, etc. Mais j'avais une chance. J'ai rencontré un type sensationnel qui m'a donné son nom, qui s'appelait Guy Charpentier. Et Guy Charpentier, c'était le président de tous ces gueux, parce que je les appelais les gueux. Je me disais, je vais vraiment pas m'asseoir avec ces gens-là. J'ai rien à faire avec ces gens-là. Parce que moi, j'ai fait ci, moi, je suis cela, moi, je suis d'une famille comme ci. Moi, j'ai rien à faire avec tous ces gens-là. Et Guy m'a dit, mon vieux, moi je suis ingénieur, je suis aussi un malade de l'alcool. Ça fait 17 ans que je m'en suis sorti. Ces gars-là, c'était frères. J'ai dit, c'est pas possible. Je vais vous plaisanter, c'est pas possible. Si, c'est tes frères, c'est pareil, tu vas boire le café avec eux, tu vas les aimer, tu vas apprendre à les aider aussi. Parce que tes problèmes d'alcool, bon, ils t'ont pas fait perdre le boulot, la santé, les doigts de pied, les doigts de main. T'as tes mains, t'as tes pieds, t'as pas d'artérite, tu fais pas d'infarctus, t'as pas fait... Non, t'as pas perdu ton boulot, t'es pas au banc de la société. Non, eux, ils ont tout perdu. Il y en a même qui ont perdu leur dignité, leur honneur, qui sortent de prison. Alors tu vas t'asseoir, tu vas boire un café avec eux. 2 mois après, nous nous marions. Je m'appelais Laure Charpentier. Ça fait 20 ans de ça. Et quand vous dites, on ne reboira jamais, mes enfants, tenez-vous bien la main. Parce que quand Guy est mort, je vous jure qu'on a un gouffre qui s'ouvre. Et on se dit, ben, qu'est-ce que je fais? J'avais bien envie d'un scotch. Je m'en souviens, il est mort en un quart d'heure. Et mon fils aîné, mon Jean-Baptiste, il m'a dit, bois, maman, il le comprendrait. Et j'ai eu un instant où je me suis dit, oui, peut-être qu'il comprendrait. Après tout, j'avais le cœur qui battait tellement. Je me suis dit, bon, allez, oui. Et puis je me suis dit, oh, non, il comprendrait plus, justement. Et c'est là, je crois, où je me suis sentie guérie. Et quand je dis que je suis une malade de l'alcool qui est guérie, je pense que ce jour-là, sur un lit de mort, qui avait bien failli m'engloutir, parce qu'il y avait tout un univers qui basculait, j'ai fait un serment de vie et de guérison. Et j'ai pas retouché à l'alcool. Et c'est merveilleux. Et par-delà la mort, on est toujours en osmose. C'est merveilleux d'ailleurs. L'amour peut aller bien au-delà d'une tombe. Et alors, vous aussi, Laure, vous n'avez pas voulu que ça s'arrête à votre, je dirais, votre propre personne. Vous avez eu envie de faire pour les autres. Donc vous êtes fondatrice d'SOS Alcool Femmes. Vous êtes aussi présidente. Oui, je suis présidente d'une association qui regroupe des femmes à l'écoute des femmes. Puisque c'est comme cela que Martine vous a contacté. Oui, oui, tout à fait. Et puis j'ai repris la plume. Et puis j'ai décidé que ma petite plume de maudite, elle allait se tremper dans l'eau de source. Puis que même si c'était dur, parce que dites-vous bien que l'abstinence, il faut apprendre des gestes qu'on faisait en buvant et qu'il va falloir faire à l'eau. Il faut se lever en buvant de l'eau, faire l'amour en buvant de l'eau, écrire en buvant de l'eau quand on écrit, faire des tas de démarches en buvant de l'eau, sans se dire « Oh, de toute façon, si ça ne va pas, je bois un verre. » Vous voyez, c'est fini. On boit de l'eau, on boit du café, on boit tout ce qu'on veut. Et il faut réapprendre à vivre. Et j'ai pensé que cette expérience-là, c'est vrai que je ne pouvais pas la garder pour moi. J'aurais pu faire plein de choses après. Et j'ai eu des tas de propositions et j'ai refusé parce que je me suis dit non. Vous, en dehors de la rencontre qui est essentielle avec votre mari, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? Vos enfants?
Oui, mes enfants, mais je pense que c'est pas uniquement les enfants. Je pense que ce qui m'aide à tenir le plus maintenant, c'est que je me dis que si je rebois une goutte, on va dire Laure Charpentier-Arbu, elle aussi. Mes enfants, allons-y. Vous voyez bien qu'on ne peut pas guérir. Il y a aussi ça, il y a la chaîne. Et ça, j'y crois. On n'a pas le droit. À partir du moment où on s'est fait connaître, et qu'on s'est fait connaître dans une cause aussi désespérée que la nôtre, on n'a pas le droit de craquer. Donc vous croyez à la force donc, de l'entraide et de la chaîne? Je ne crois qu'à ça, à l'amour. L'amour, c'est de ça que le monde crève. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que du jugement, du rejet, du mépris. Et puis forcément, il y a la honte, il y a la culpabilité. Les femmes rasent les murs, on n'en parle pas. On a honte. Il y a tout à changer au niveau du problème alcool. Toutes les mentalités sont à changer. On y arrivera peut-être, à force d'émissions, à force de bouquins, à force de bagarres, comme ça. Bon, c'est bon, de témoignages, de redémarrage, Martine. Eh bien, on va y arriver. Hein, puis voilà, puis arriver à le dire, quoi, aussi à visage découvert, ce qui est très important, de ne pas toujours se cacher. Vous savez, les masques, en disant, les masques, vous avez mis les masques, mais il y a énormément d'émissions où on déforme la voix, on fait la voix de canard, on met des masques, qu'est-ce que ça veut dire? Où on a la honte, on a dépassé sa honte, et on arrive à en parler, ou alors on ne vient pas à la télévision. Nous sommes des missionnaires, avec très peu de moyens, très peu de compréhension de la part des gens, pas un rond de subvention, rien. On se bat avec des cure-dents, les Don Quichotte, des temps modernes. Ça, c'est vrai. Contre une ombre, car l'alcool, c'est mauvais, la drogue c'est de la merde, mais l'alcool c'est vachement bien, c'est la fête aussi. Faut pas oublier, c'est un agent double. La drogue c'est tout noir, tout le monde se bat. Le sida c'est terrible, tout le monde se bat. Mais l'alcool, mes enfants, c'est aussi bien sympa, une coupe de champagne. C'est important ça. On se bat contre un agent double. C'est la lutte des ombres. C'était pendant la Résistance qu'on disait ça. Laure avait témoigné dans l'émission sur l'alcoolisme féminin. Laure n'est plus alcoolique, mais elle l'a été pendant 13 ans. Aujourd'hui, elle veut aider les autres à s'en sortir. Pour cela, elle se bat avec peu de moyens. Et le député Jacques Blanc a entendu son témoignage. Il a décidé de l'aider. C'est en plein cœur de la Lozère que la cause désespérée défendue par Laure Charpentier a su émouvoir un responsable politique. Jacques Blanc, maire de la Canourgue et médecin neuropsychiatre, a été touché par cette croisade pour le respect de la dignité des femmes malades alcooliques. Je crois d'abord qu'elle porte un message et qu'on ne peut pas rester insensible quand quelqu'un avec tant de sensibilité, de volonté, vous dit des choses crues. Je crois qu'à partir de là, on ne peut qu'avoir envie de faire quelque chose. Au cours de leur rencontre au mois de décembre, il est totalement convaincu par les arguments de Laure Charpentier et lui propose de s'installer avec des malades dans une ancienne école. Moi, je lui ai dit, écoutez, nous, à la Canourgue, il y a le village qui sait accueillir, qui peut vous recevoir. En plus, c'est intéressant pour le village, parce que c'est du développement économique, pourquoi la cacher? Donc, elle est venue, elle a regardé, elle m'a dit c'est possible, et je lui ai dit banco. Cette maison va pouvoir accueillir une trentaine de femmes dépendantes de l'alcool, avec leurs enfants, ce qui n'existe nulle part. Il n'y a pas de maison de thérapie familiale, et en même temps de cure, car ce sont des soins qui seront dispensés, ce n'est pas de l'hébergement. Et il n'y a pas de maison qui soigne la femme en prenant l'enfant avec elle. Je pense que la femme, même si elle boit, même si elle est dépendante du produit alcool, reste une mère. Et si on lui arrache son enfant, elle n'a plus aucune raison de vouloir s'en sortir. C'est l'aboutissement d'un rêve qui a duré plusieurs années et où je n'ai pas pu réaliser cette maison qui m'est chère au cœur comme un enfant. Je pense que l'hôpital, c'est l'hôpital. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des gélules, des comprimés, la chimiothérapie, comme on dit. Mais on ne s'adresse pas suffisamment à l'hôpital, à l'esprit, au cœur et à l'âme. Il n'y a pas cette thérapie indispensable et ce dialogue qui doit se réinstaurer car la femme doit réapprendre à vivre sans alcool.
J'ai l'impression d'être loin de tout, loin du monde. C'est un endroit de source, d'eau. Et je pense que c'est une petite ville tout à fait propice au ressourcement, à la nature et à la vie. Je crois que j'ai été enfin entendue après des années où j'avais l'impression de crier dans le désert. Personne ne m'écoutait, peut-être les vautours et les aigles et les hyènes, mais il n'y avait personne qui... Enfin si, on me disait c'est génial ce que vous voulez faire, c'est superbe, on est prêt à vous aider. Mais quand je retéléphonais, il n'y avait plus personne et plus personne n'était prêt à m'aider. Parce que l'alcoolisme est une maladie, bon peut-être, mais pas dans l'esprit de tout le monde. Et que ça reste un vice, une tare, une horreur quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.